Quartier de la Goutte d'Or, Paris. Laurent Beaumont, propriétaire de la moitié des immeubles de luxe de la capitale, s'arrêta devant un immeuble délabré qui semblait sorti d'une autre époque. Il était venu licencier la femme de ménage qui avait osé refuser ses avances. Mais quand la porte s'ouvrit, ce ne fut pas Camille qui répondit. Ce furent 3 enfants terrifiés qui le regardaient comme s'il était la mort en personne. « S'il vous plaît, monsieur. N'emmenez pas maman. » murmura la plus petite, s'agrippant à sa jambe avec des petites mains tremblantes. Derrière eux, dans l'appartement de 2 pièces qui sentait le mois et le désespoir, Laurent vit quelque chose qui le paralysa. Camille, la femme qui nettoyait ses marbres à 5 000 €. Le mètre carré dormait sur un matelas au sol, épuisé, encore en uniforme de femme de ménage, entourée de factures impayées et de médicaments qu'elle ne pouvait pas se permettre, et sur le mur, une photo d'elle avec un homme en uniforme militaire, son mari mort au Mali, la veuve qu'il avait tenté de séduire avec l'arrogance d'un riche, les enfants qui allaient perdre la seule chose qu'il leur restait, leur mère. Paris brillait sous le soleil de septembre comme une promesse non tenue. Depuis les bas vitrés de son pantoux du 16e arrondissement, Laurent Beaumont contemplait la ville qui lui appartenait, ou du moins la partie qui comptait. À 38 ans, il avait transformé l'héritage paternel en un empire immobilier qui s'étendait de Paris à Lyon, de Marseille à Bordeaux. Hôtel particulier transformé en palace. Quartier populaire gentrifié, vie déraciné pour faire place au progrès. Qui portait son visage? C'était un homme qui mesurait le succès en mètres carrés et la valeur des gens en fonction de ce qu'il pouvait lui apporter. Son mariage avec Isabelle avait été une fusion d'entreprises déguisées en romance. Elle apportait le nom et les contacts, lui le capital et l'ambition. Le divorce de ans plus tard avait été tout aussi calculé. Elle avait gardé la villa de Saint-Tropez, lui tout le reste. Camille Dubois était entrée dans sa vie 6 mois auparavant, embauchée par une agence pour nettoyer le Pinto 3 fois par semaine. 32 ans, cheveux noirs attachés en chignon sévère, yeux marrons qui ne se baissaient jamais devant lui comme le faisaient les autres domestiques. Il y avait quelque chose en elle qui l'irritait et le fascinait à part égale. Peut-être la façon dont elle nettoyait ses sols à 100 000 € avec le même soin qu'elle aurait nettoyé ceux d'une église, ou peut-être le fait qu'elle ne semblait pas le moins du monde impressionnée par sa richesse. L'attraction avait grandi lentement, se transformant en obsession. Laurent n'était pas habitué à désirer ce qu'il ne pouvait pas avoir immédiatement. Il avait commencé par de petits gestes, des cadeaux coûteux, laissés négligemment en évidence, des compliments de plus en plus explicites, des invitations à dîner déguisées en heures supplémentaires. Camille avait tout refusé avec une politesse ferme qui le rendait fou. La veille au soir, il avait franchi la limite. Il l'avait trouvée à genoux, nettoyant la salle de bain en marbre de Carrare, et quelque chose dans le fait de l'avoir dans cette position avait réveillé l'animal en lui. Il avait posé une main sur son épaule, l'avait fait se lever, l'avait poussé contre le mur. Les mots qu'il avait murmurés étaient explicites, vulgaires, le genre de proposition qu'aucune femme de ménage dans sa position n'aurait dû refuser. Camille l'avait refusé. Pire, elle
l'avait regardé avec un dégoût que personne n'osait lui montrer depuis des années et lui avait dit qu'elle préférait mourir de faim plutôt que de devenir sa putain. Puis elle était partie, le laissant là avec son excitation transformée en rage. Personne ne refusait Laurent Beaumont. Personne. Il avait passé la nuit à boire du cognac. À 1 000 € la bouteille et à planifier sa vengeance. Non seulement il la licencierait, il la détruirait, il ferait en sorte que personne à Paris ne l'embauche plus jamais. Il la réduirait à mendier et puis quand elle serait assez désespérée, il reviendrait faire son offre et elle accepterait parce que la faim transforme tout le monde en putain. L'adresse dans le dossier du personnel le mena à la Goutte d'Or, un quartier que Laurent ne connaissait que comme zone à réhabiliter dans ses plans d'expansion. Immeuble HLM des années qui ressemblait à des cicatrices dans le tissu urbain graffiti couvrant des murs. Écaillait l'odeur de la pauvreté qui s'accrochait aux vêtements. Il gara sa Bentley, une erreur s'il l'avait sué. Monta les escaliers qui sentaient l'urine et les rêves morts. Appartement. 234e étage. La porte était d'un verre délavé qui avait dû être joyeux autrefois. Il frappa avec la force de celui qui est habitué à voir les portes s'ouvrir à son commandement. Mais ce ne fut pas Camille qui ouvrit. 3 enfants le regardaient avec des yeux trop grands pour leur visage maigre. L'aîné, peut-être 12 ans, tenait protectivement les épaules des plus jeunes, un garçon de 8 ans et une fillette de 5 ans. Ils portaient des vêtements propres mais rapiécés et il y avait quelque chose dans leur regard que Laurent reconnut mais ne put identifier immédiatement. C'était le regard qu'avaient eu les enfants dans les immeubles qu'ils avaient fait évacuer pour construire des résidences de luxe. C'était de la peur. De la peur pure, disiez de ceux qui savent que le monde des adultes peut tout détruire en un instant. La plus petite fut la première à parler, sa voix. Un murmure qui pénétra l'armure d'indifférence que Laurent avait construite pendant des années d'affaires. Impitoyable. Ses petites mains s'agrippèrent à sa jambe comme si elles pouvaient l'arrêter. Comme si le désespoir d'une enfant pouvait arrêter une avalanche. L'appartement derrière eux racontait une histoire que Laurent ne voulait pas lire. 2 pièces en tout, des meubles qui semblaient récupérés dans les poubelles, de la moisissure dans les coins qu'aucune quantité de nettoyage ne pouvait éliminer. Et là, sur le sol du salon qui servait aussi de chambre, Camille dormait sur un matelas fin. Encore en uniforme de femme de ménage. Le visage marqué par une fatigue qui allait au-delà du physique. Autour d'elle, comme des sentinelles de papier, des factures impayées formaient un cercle de condamnation. Électricité, gaz, loyer en retard et des médicaments. Flacons et comprimés que Laurent reconnut parce que sa mère avait pris les mêmes pendant sa chimiothérapie. Des médicaments chers, le genre que la sécurité sociale ne couvre qu'en partie. Mais ce fut la photo sur le mur qui le frappa comme un coup de poing à l'estomac, qu'en robe blanche, radieuse à côté d'un homme en uniforme militaire. La même photo plus petite était épinglée au-dessus des lits improvisés des enfants. Le père qui ne reviendrait jamais. Le garçon de H en trouva finalement le courage de parler, la voix tremblante mais déterminée. Il raconta comment maman travaillait 3 emplois. Comment elle ne dormait jamais plus de 4 heures, comment parfois elle prétendait ne pas avoir faim pour leur laisser plus de nourriture.
Il raconta papa mordant. Une mission de paix, la pension qui ne suffisait pas, grand-mère malada. L'hôpital qui absorbait chaque centime supplémentaire. Laurent resta paralysé. Sur le seuil. Le discours de licenciement qu'il avait préparé mourant dans sa gorge. Il regarda Camille dormir. Et pour la première fois il la vit. Vraiment. Non pas la femme de ménage qu'il avait voulu posséder, mais une femme qui menait une guerre qu'il n'avait jamais eu à mener avec des armes qu'il n'avait jamais eu à manier. Le désespoir transformé en dignité. La pauvreté affrontée avec honneur. Camille se réveilla avec la sensation que quelque chose n'allait pas. Les enfants étaient trop silencieux et dans sa vie de mère seule, le silence signifiait toujours des ennuis. Quand elle vit Laurent Beaumont debout dans son salon, entouré de ses enfants terrifiés, le sang se glaça dans ses veines. Elle se leva avec une dignité qu'elle ne savait pas posséder encore, lissant son uniforme froissé, se préparant à la tempête. Elle savait pourquoi il était là. Elle savait ce que cela signifiait pour sa famille. Mais elle ne s'excuserait pas d'avoir défendu son honneur. Certaines choses valaient plus que le pain. Laurent la regarda se lever, vit la façon dont elle se positionnait entre lui et les enfants. Comme une lionne prête à mourir pour ses petits, et quelque chose se brisa en lui. Pas le cœur. Il n'était pas sûr d'en avoir encore un, mais quelque chose de plus profond, de plus ancien. Peut-être la conscience qu'il avait enterrée sous des années de succès impitoyables. Les mots qui sortirent de sa bouche n'étaient pas ceux qu'il avait préparés. Il se retrouva à demander des nouvelles. Des enfants, du mari, de la vie qu'elle menait. Camille répondit avec méfiance. Mais quand il s'assit sur le canapé, défoncé et mit de côté l'arrogance du patron, quelque chose changea dans l'air. L'histoire sortit par morceaux, entre les interruptions des enfants qui ajoutaient des détails que Camille aurait préféré garder cachés. Thomas, son mari, mort 3 ans plus tôt au Mali. Pas au combat mais en sauvant une école d'un attentat, un héros sans médaille. Parce que les médailles ne paient pas le loyer, la pension ridicule, les emplois multiples, la belle-mère malade d'un cancer qui nécessitait des soins coûteux. Et puis la vérité la plus douloureuse, Camille avait 2 diplômes. Architecture et urbanisme, obtenus en étudiant la nuit pendant que Thomas était en mission. Des rêves de construire des logements pour ceux qui ne pouvaient pas se les permettre. Transformés en réalité de nettoyer les maisons de ceux qui en avaient trop. Laurent écouta et chaque mot était un clou dans le cercueil de l'homme qu'il avait été jusqu'à ce moment. Il regarda les enfants, Marie, Pierre, la petite Sophie, et vit en eux le même feu que leur mère, la même dignité obstinée qui refusait de plier même quand le monde faisait tout pour les briser. Quand Camille eut fini de parler, le silence dans l'appartement était épais comme du brouillard. Laurent se leva et tous se raidirent en attendant la sentence. Au lieu de cela, il fit quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis la mort de son père. Il s'agenouilla. Il s'agenouilla devant Camille et lui demanda pardon, non seulement pour les avances non désirées, mais pour avoir été le genre d'homme qui croyait que tout avait un prix. Il lui dit qu'il n'était pas venu seulement pour la licencier, mais pour lui offrir quelque chose de différent. Pas de la charité, pas de la pitié, mais une
Opportunité. Le bureau de Laurent. Occupait un étage entier de la tour. Beaumont à la Défense. Camille y arriva. Le lendemain matin, vêtue du seul tailleur qu'elle possédait, celui de l'enterrement de Thomas. Les enfants étaient à l'école, ignorant que leur vie allait changer de façon qu'elle-même ne pouvait prévoir. Laurent l'attendait. Mais pas derrière le bureau monumental. Il était debout près des bas vitrés, regardant Paris d'en haut. Et quand il se retourna, Camille vit un homme différent de celui qu'elle avait connu. Les yeux gris n'étaient plus prédateurs, mais pensifs. Le sourire n'était plus arrogant mais incertain. La proposition qu'il lui fit la laissa sans voix. Il ne voulait plus qu'elle nettoie ses maisons. Il voulait qu'elle les conçoive. Il avait vu ses diplômes, avait fait des recherches nocturnes, avait découvert les projets qu'elle avait présentés à l'université. Visionnaire et pratique à la fois. Logement social durable, beau et économique, exactement ce dont Paris avait besoin et que personne ne voulait construire parce que cela ne générait pas assez de profit. Il voulait créer une division de Beaumont Construction dédiée au logement social de qualité. Pas de la charité mais du business durable. Et il voulait que Camille la dirige. Le salaire qu'il proposa était 20 fois ce qu'elle gagnait comme femme de ménage. Avantages complets. Assurance santé pour toute la famille. Fonds pour l'éducation des enfants, un appartement de fonction dans un meilleur quartier près de bonnes écoles. Camille le regarda comme s'il était devenu fou. Elle chercha le piège, l'arnaque, le prix caché. Mais Laurent mit sur la table les contrats, tous en règle, sans clause cachée. La seule condition était qu'elle commence immédiatement. Il avait déjà trop de temps à rattraper. La première réaction de Camille fut de refuser. L'orgueil parlait plus fort que le besoin. Mais ensuite, elle pensa à ses enfants, à sa belle-mère malade, au rêve qu'elle avait enterré avec Thomas. Tu aimes cette histoire, ma? Laisse un petit like et abonne-toi à la chaîne. Maintenant, reprenons la vidéo. Et elle pensa aussi à toutes les familles comme la sienne qui vivaient dans des logements indignes parce que personne ne croyait que les pauvres méritaient la beauté. Elle accepta mais avec ses conditions. Transparence totale. Sur les projets, aucun compromis sur la qualité et la promesse que les logements iraient d'abord à ceux qui en avaient vraiment besoin, pas à ceux qui pouvaient payer plus. Laurent accepta. Tout et quand ils se serrèrent la main. Pour sceller l'accord, tous deux sentirent que ce n'était pas seulement un contrat de travail. C'était le début d'une révolution. Les premiers mois furent un enfer. Le monde de l'immobilier parisien n'était pas prêt. Pour Camille Dubois. Une femme, une veuve, une ancienne femme de ménage qui osait s'asseoir aux tables où se décidaient les destins urbanistiques de la ville. Les associés de Laurent étaient scandalisés. Les concurrents rient. Les médias la dépignaient comme la maîtresse qui avait séduit le milliardaire pour accéder au pouvoir. Mais Camille avait enduré pire. Elle avait enterré un mari élevé 3 enfants seuls survécus à la pauvreté. Les vieux dinosaures de l'immobilier ne lui faisaient pas peur. Elle les affronta avec une compétence technique impeccable, des propositions innovantes et une détermination qui transformait chaque obstacle en opportunité. Le premier projet fut dans le quartier de
Clichy-sous-Bois, 100 appartements de logement social qui semblait sorti d'un magazine d'architecture plutôt que d'un cauchemar bureaucratique. Matériaux durables mais économiques. Design qui maximisait lumière et espace. Jardin commun qui créait une communauté. Au lieu de ghetto. Le coût par unité était la moitié du prévu, la qualité double du standard. Laurent la regardait. Travaillait avec une admiration qui grandissait chaque jour. La femme qu'il avait voulu posséder s'était transformée en quelqu'un qui l'inspirait à être meilleur. Il commença à voir ses projets. Non pas comme des chiffres sur une feuille, mais comme des vies à améliorer. Pour la première fois depuis des années, il dormait sans cognac, se réveillait avec un but qui allait au-delà du profit. Les enfants de Camille commencèrent à fréquenter de meilleures écoles, mais gardèrent l'humilité que leur mère leur avait enseignée. Pierre excellait en mathématiques. Marie montrait un talent artistique. La petite Sophie conquérait tout le monde avec sa joie contagieuse. Il venait souvent au bureau après l'école, transformant l'austère Tour-Beaumont en quelque chose de plus humain avec leur rire et leur dessin. Accrochés partout. Ce fut Sophie, avec l'innocence de ses 6 ans, qui dit ce que tout le monde voyait mais que personne n'osait nommer. Un après-midi. Alors que Laurent lui apprenait à utiliser l'ordinateur, elle demanda. Monsieur Laurent, quand est-ce que tu vas épouser maman? Le silence qui suivit fut électrique. Camille rougit. Laurent tous embarrassé, mais la petite continua imperturbable. Parce que tu la regardes comme papa la regardait sur les photos et elle sourit comme elle ne souriait plus depuis que papa est parti au ciel. La vérité dite par une enfant changea tout et rien. Laurent et Camille continuèrent à travailler ensemble mais maintenant il y avait une conscience dans l'air, une tension qui n'était plus professionnelle. Ils se retrouvaient à travailler tard, seuls dans le bureau, discutant de projets, mais parlant vraiment de rêves, de peurs, de regrets. Laurent raconta le père tyran qui lui avait enseigné que l'amour était faiblesse, la mère morte quand il avait 10 ans en le laissant seul avec un homme qui mesurait l'affection en héritage. Camille parla de Thomas, de l'amour qu'ils avaient partagé, de la peur de trahir sa mémoire en aimant à nouveau. Le tournant arriva lors de l'inauguration du projet Cliché sous bois. 2 familles recevant les clés de logements dignes, des enfants courant dans des jardins sécurisés, des personnes âgées pleurant de joie pour des fenêtres qui fermaient vraiment et un chauffage qui fonctionnait toujours. Camille donnait le discours d'inauguration quand sa voix se brisa en voyant une famille identique à ceux qu'avait été la sienne. Mère seule. 3 enfants, regard qui connaissait la fin. Laurent monta sur l'estrade, lui prit la main devant tout le monde et finit le discours pour elle. Il parla de comment Camille Dubois lui avait enseigné que le vrai succès ne se mesure pas en profit mais en vie changée de comment une femme qui avait toutes les raisons de haïr le monde avait choisi à la place de le rendre meilleur de comment lui Laurent Beaumont le requin de l'immobilier parisien était tombé amoureux non seulement d'une femme mais d'une vision du monde où la dignité n'avait pas de prix. La déclaration publique secoua Paris. Les médias s'emballèrent, les associés menacèrent de révolte. Isabelle réapparut de nulle part, revendiquant des droits qu'elle n'avait pas. Mais dans le chaos, Camille et Laurent trouvèrent une paix qu'aucun d'eux n'avait jamais connue.
Ce n'était pas l'amour passionné que Camille avait vécu avec Thomas. C'était quelque chose de différent, plus mature, construit sur le respect mutuel et des objectifs partagés. Les enfants acceptèrent Laurent progressivement, pas comme remplaçant du père. Cette place était sacrée, mais comme présence nouvelle dans leur vie. Pierre trouva en lui un mentor pour les mathématiques et les affaires. Marie, quelqu'un qui finançait ses cours d'art sans poser de questions. Sophie simplement un autre adulte à aimer avec l'enthousiasme de qui n'a pas encore appris à protéger son cœur. La belle-mère de Camille, Marguerite, fut la dernière à céder. Quand Laurent paya sans rien dire les soins expérimentaux qui lui donnèrent 2 années de vie supplémentaires, quand elle le vit tirer la main de Camille pendant les nuits à l'hôpital, quand elle l'entendit promettre à Thomas devant sa tombe qu'il protégerait la famille. Alors et seulement alors, elle lui donna sa bénédiction. 2 ans après cette première visite à la Goutte d'Or, Paris avait changé. Beaumont Construction était devenu leader dans le logement social. Durable, copié mais jamais égalé. Camille avait été nommée architecte de l'année, la première fois que le prix allait à des projets sociaux plutôt qu'à des gratte-ciel de luxe. Laurent avait découvert qu'on pouvait être riche et humain en même temps, que le profit ne devait pas nécessairement signifier exploitation. Le mariage fut simple. Dans la petite église du quartier de Clichy-sous-Bois qu'ils avaient reconstruite, il n'y avait pas de célébrités ou de politiciens, seulement les familles qui vivaient dans les logements que Camille avait conçus, les enfants qui jouaient dans les jardins qu'elle avait rêvé, les personnes âgées qui la bénissaient pour leur avoir rendu leur dignité. Camille portait une robe simple, pas blanche. Cette couleur appartenait à Thomas, mais bleu comme le ciel de Paris lors d'une rare journée claire. Ses enfants l'accompagnèrent à l'hôtel, non pour la donner, mais pour accueillir Laurent dans leur famille. Sophie portait les alliances. Pierre lut une lettre qu'il avait écrite à son père au ciel, expliquant pourquoi c'était bien que maman aime à nouveau. Marie chanta une chanson qu'elle avait composée sur la famille qu'on choisit au lieu de celle avec laquelle on est. Isabelle apparut à la réception, non invitée, mais pas repoussée. Elle s'approcha de Camille avec l'arrogance de celle qui est habituée à toujours gagner, mais ce qu'elle dit surprit tout le monde. Tu as fait de lui l'homme que je n'ai jamais su voir. Peut-être parce que tu regardais au-delà du comptant. Banque. Traite-le bien. Sous toute cette dureté, il est fragile comme du cristal. La vraie surprise vint de la Goutte d'Or. Les voisins de Camille, ceux qui l'avaient vu lutter chaque jour, avaient organisé une collecte. Pas d'argent. Ils savaient qu'elle n'en avait plus besoin. Mais quelque chose de plus précieux. Ils avaient rassemblé des histoires, des souvenirs de tout ce que Camille avait aidé quand elle n'avait rien à donner, sauf de la gentillesse. Madame Rossier à qui elle avait porté les courses quand elle s'était cassée la hanche. Le petit Mohamed à qui elle avait donné des cours gratuits, la famille Rome à qui elle avait donné les vêtements de ses enfants quand ils avaient grandi. Histoire d'une richesse que Laurent n'avait jamais su qu'elle existait. Le bureau de Camille dans la Tour Beaumont était méconnaissable. Là où il y avait des marbres froisseux
Trouvez maintenant des dessins d'enfants du quartier, des maquettes de projets futurs, des photos de famille. Dans leur nouveau logement. Le bureau monumental avait été remplacé par une table de travail toujours couverte de plans, de crayons, de tasses de café. Froid. Laurent entra avec leur fille de 2 ans dans les bras, Marguerite. Comme la grand-mère qu'elle n'avait pas pu connaître, mais dont les histoires vivaient dans la famille. La petite avait les yeux gris du père et la détermination de la mère, une combinaison qui promettait des ennuis futurs. Les enfants avaient grandi. Pierre, maintenant stagiaire dans l'entreprise, mais avec ses propres idées sur comment profiter. Pure pause. Marie, 15 ans, qui peignait des fresques dans les projets de logement social transformant des murs gris en explosion de couleurs et d'espoir. Sophie, 10 ans, qui avait hérité de la capacité de sa mère à voir au-delà des apparences et celle de Laurent à obtenir ce qu'elle voulait, combinaison dangereuse chez une préadolescente. Camille présentait le nouveau projet au Conseil, un quartier entier éco-durable. Dans les banlieues de Marseille où la pauvreté était encore plus dure qu'à Paris. Les chiffres disaient que c'était faisable, rentable même, mais surtout nécessaire. Pendant qu'elle parlait, Laurent la regardait et voyait non pas la femme de ménage qu'il avait tenté de séduire, non pas l'architecte qui avait révolutionné le logement social, mais la femme qui lui avait enseigné que la vraie richesse ne se compte pas en euros, mais en vie touchée, en dignité rendue, en espoir planté comme des graines dans des terrains que tous considéraient comme stériles. Ce soir-là, en rentrant chez eux, pas le pantou stérile du 10e, mais une vraie maison à Clichy-sous-Bois dans le quartier qu'ils avaient reconstruit. Ensemble, ils passèrent devant l'ancien immeuble de la Goutte d'Or. Il avait été rénové, partie du programme de réhabilitation que Camille dirigeait. Mais l'appartement 23 avait été conservé tel quel, transformé en petit musée de la résilience. Une plaque sur la porte disait « Ici vécut Camille Dubois. Beaumont, qui transforma le désespoir en détermination et enseigna à Paris que chaque famille mérite un foyer, pas seulement un toit. » Mais pour Laurent, la vraie leçon était autre. Cette porte verte délavée lui avait enseigné qu'il faut parfois descendre en enfer pour comprendre ce qu'est vraiment le paradis, que la richesse sans but est de la pauvreté dorée et que l'amour, le vrai, ne s'achète pas et ne se prend pas. Il se gagne jour après jour, brique après brique, comme les maisons que Camille construisait pour ceux qui n'avaient jamais osé rêver d'en posséder une. La petite Marguerite pointa la porte et dit sa première phrase complète. Maison de maman. Et d'une certaine façon, elle avait raison. Ce n'était pas seulement la maison où Camille avait vécu. C'était la maison où Laurent avait appris à vivre vraiment. Le cercle s'était refermé. Le millionnaire qui était allé chez la femme de ménage pour la détruire avait trouvé son salut à la place et la femme de ménage qui avait craint de tout perdre avait gagné non seulement la sécurité économique mais la possibilité de changer le monde, un quartier à la fois. Paris brillait dans le coucher de soleil, inconscient que sa transformation avait commencé dans un appartement de 2 pièces à la Goutte d'Or où une femme avait choisi la dignité plutôt que la survie. Et un homme avait choisi l'humanité plutôt que le profit. Parfois, les révolutions commencent ainsi, pas avec des
proclamation ou de la violence, mais avec le simple acte de vraiment voir un autre être humain et de décider qu'il mérite plus, beaucoup plus. Si cette histoire vous a touché le cœur, laissez un like pour soutenir les histoires de rédemption et de transformation. Commentez avec le moment qui vous a le plus ému. Partagez avec ceux qui ont besoin de croire aux secondes chances. Abonnez-vous pour d'autres histoires qui démontrent que l'amour peut naître là où on s'y attend le moins. Souvenez-vous. Parfois ceux qui ont le moins à donner sont ceux qui donnent le plus. Parfois, la vraie richesse se trouve dans les endroits les plus pauvres. Et parfois un moment de vraie vision peut changer non seulement de vie, mais le destin d'une ville entière. Avez-vous déjà vu, au-delà des apparences et découvert quelque chose d'extraordinaire?